Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité dans cet amphi pour les conférences du jeudi soir et du Jardin des Sciences. Nous allons ouvrir un nouveau cycle pour le mois de décembre qui s'intéresse à l'homme et le numérique en partenariat avec le Shadok. Et dans ce cycle, nous allons en quelque sorte interagir avec ce numérique. Et ce soir, nous allons commencer par parler des objets connectés et prothèses cognitives. Vous allez comprendre dans un instant de quoi on veut parler. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage. Qui parmi vous a sa prothèse préférée? Vous savez, le petit écran tactile sur lequel on appuie très souvent. Non, vous ne voyez pas ce que c'est? Ça s'appelle un smartphone. Donc je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui en ont. Et notre invité sait ce que c'est, commence à s'intéresser à cette addiction pour les jeunes notamment. Et vous êtes peut-être aussi déjà en addiction avec ces petites prothèses sympathiques que vous avez dans vos mains. Donc on va parler de tout cela parce que notre invité Maxime Dorian, qui est donc un anthropologue des techniques et de la santé au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, s'intéresse depuis fort longtemps à toutes ces problématiques autour de l'humain et de l'objet numérique. Il s'intéresse notamment à tous ces dispositifs qui offrent une certaine hybridation du corps humain, donc des dispositifs numériques. On va parler beaucoup de dispositifs médicaux parce que notre invité travaille beaucoup en relation avec ces dispositifs. Vous en connaissez plein de noms, vous en entendez parler, les pacemakers, les implants, les pompes à insuline, etc. Et puis il y a aussi toutes ces prothèses cognitives avec lesquelles on peut essayer de se distraire, mais aussi faire avancer peut-être l'avenir de l'homme, on n'en sait rien, parce que notre invité s'intéresse aussi à ce qu'on appelle l'humain augmenté. Donc vous avez tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Ce sont des sujets aussi fort intéressants. Alors, on va avoir ce soir une bonne vision, je pense, de toute cette problématique de l'humain face à ces prothèses et ces objets connectés. Je vais laisser notre intervenant vous expliquer tout cela. Vous savez qu'ensuite, vous avez droit à poser des questions ou des réflexions. Et notre invité se fera un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Voilà, bonne soirée et à tout à l'heure. Ok, donc merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être face à vous pour vous présenter mes travaux et l'état d'avancement de mes réflexions. Du coup, tout d'abord, c'est vrai que j'aurais une approche assez critique de l'usage intensif du numérique, mais il faut que je plaide aussi coupable. Moi-même, je suis un grand utilisateur d'informatique, énormément d'heures par jour. J'utilise un ordinateur et ce genre d'objet. Donc là, c'est plus des mises en garde, des questionnements sur les dérives ou sur les avantages ou les inconvénients. Mais il ne faudrait pas voir ça uniquement comme un témoignage à charge contre l'usage de l'informatique. Mais je propose de nourrir une réflexion, votre réflexion. Et in fine, c'est un questionnement d'ordre éthique qui se pose à tous. Et donc, en cela, il s'agit d'une réflexion qui peut être partagée les uns avec les autres. Et c'est collégialement qu'on pourra trouver les bons ou mauvais usages de ces machines, mais l'idée, c'est de vous en parler. Donc, quand je parle de prothèses cognitives, je vais d'abord vous définir un peu ce que j'entends par des prothèses et des prothèses cognitives, ainsi qu'ensuite, je vais vous parler de la question de l'individu face au numérique et l'usage quotidien de l'informatique pour l'individu. Et en troisième partie, je vais parler de l'hybridation, non pas uniquement des individus, mais de la société dans son ensemble. Et ce que ça peut signifier d'interagir en permanence via des outils numériques interconnectés. Donc tout d'abord, les prothèses, ce n'est pas nouveau. Une prothèse, c'est quelque chose qui se substitue à. Donc on a par exemple une canne qui peut être vue ensuite comme une amélioration technique sous la forme de béquilles modernes. Là, ce que je veux montrer par là, c'est qu'il n'y a pas de révolution. Il y a eu des évolutions successives de la prothèse. De l'orthèse, pardon, excusez-moi. Là, je vous parle d'orthèse parce que la canne ne remplace pas la jambe, mais la canne soutient la jambe, soutient le corps. Les prothèses elles-mêmes sont très anciennes. Donc là, pour les plus anciennes, on peut trouver en Égypte ancienne ou au Moyen-Âge des morceaux de corps faits artisanalement pour remplacer, par exemple, lors d'une inhumation, peut-être pour permettre d'avoir un corps complet
pour une femme égyptienne, ou par exemple, de l'autre côté, on voit une main artificielle, un peu comme un objet d'art aussi, qui visait à reconstituer le corps d'un chevalier allemand. Donc ça, pour l'instant, ce prothèse, voilà, il n'y a pas de grande nouveauté. Les prothèses actuelles sont certes plus modernes, mais il n'y a pas encore la rupture technologique n'était pas là. Mais par contre, ce qui est vraiment une rupture technologique, c'est l'utilisation d'ordinateurs, l'utilisation de puces informatiques, l'utilisation de l'informatique. Parce que l'informatique permet de créer des outils totalement nouveaux. Si je vous disais que la béquille et la canne avaient une similitude, ou qu'on pouvait avoir différents types de prothèses inertes, comme les jambes de bois, là, avec les prothèses et les outils numériques, on arrive à faire des objets radicalement nouveaux. Donc là, par exemple, c'est un exemple d'un objet totalement nouveau, c'est un exosquelette d'une compagnie japonaise qui vise comme utilisation d'être faite pour porter les malades. Parce que, par exemple, dans les hôpitaux, ou quand il y a des patients, il faut parfois les déplacer du lit et ça casse le dos des soignants. Donc cet exosquelette-là a pour vocation de faciliter le travail de soignants. Donc cet objet-là, on voit qu'il est certes de type comme une exo-armure, mais avant tout, il est animé par des systèmes informatiques qui calculent via des algorithmes. Tout ça est totalement inédit. On n'a pas de précédent dans l'histoire en tant qu'objet, d'objet auto-animé capable de capter l'environnement, de compenser des forces, de suivre un programme. Voilà, c'est un exemple d'outil numérique qui présente une rupture. Donc le numérique, on le trouve sous forme de prothèses numériques implantées déjà depuis pas mal de temps, puisque ça fait déjà plus de 50 ans, 60 ans, qu'on a des pacemakers. Donc le pacemaker, là, c'est l'exemple d'un des implants numériques les plus fréquents. Il vise en fait à permettre au cœur de battre. Il y a différents types de pacemakers. Je ne vais pas vraiment rentrer dans la subdivision, la typologie de ces objets, mais il n'empêche qu'il faut bien voir qu'il s'agit donc d'une batterie encapsulée dans du titane, du polyuréthane, qui est dotée d'un ordinateur et qui va interagir avec le cœur d'un humain pour l'aider à battre, donc à prolonger sa vie. Par exemple, 7 ans, 10 ans de plus, 15 ans de plus. Cet objet-là, bon, une fois qu'il s'use, on le change, mais c'est un ordinateur implanté dans un corps humain. Donc ça aussi, un outil totalement radicalement nouveau et qui a des usages hyper utiles. Ensuite, d'autres types d'implants sont en développement. Donc là, je présente rapidement des choses qui sont très, très innovantes, comme le pancréas artificiel. C'est développé notamment à Montpellier, mais aussi aux États-Unis. Enfin, c'est en collaboration, c'est une collaboration mondiale. C'est quand même vraiment piloté par la France. Donc là, l'intérêt de ce genre de prothèse, c'est de faire fonctionner, en fait, ça s'adresse aux diabétiques. Les diabétiques ont un problème pour régler leur taux de sucre dans le sang, et un mauvais réglage peut amener soit à une mort lente par nécrose des tissus, soit même trop d'insuline. Par contre, à l'inverse, peut aussi être fatal. Donc, le réglage du sucre dans le sang, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Le confier à une machine, c'est montrer une très, très grande confiance dans ces objets. Donc là, le travail a commencé depuis quelques années, mais c'est le travail de validation dans différents CHU, etc., parce qu'il s'agit d'être vraiment, vraiment, vraiment béton pour qu'il n'y ait jamais d'erreur, parce qu'une erreur peut être fatale pour le porteur. Alors ensuite, les prothèses ne sont pas forcément implantées dans le corps, puisque là, on a beaucoup parlé dans l'actualité de l'agénésie. Donc j'ai travaillé 3 ans sur le sujet de l'agénésie. Donc l'agénésie en France, ça concerne en général environ 150 à 200 naissances par an, d'enfants qui vont naître avec un bras ou un pied ou une jambe ou une main en moins. Et donc là, je prends des exemples de ce que à quoi ça peut ressembler. Donc certaines personnes, bon, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, sont très très pudiques et ne veulent jamais le montrer, d'autres n'ont pas de gêne à le montrer. Mais en tout cas, on peut équiper ces corps, on va dire incomplets, par des prothèses, mais qui seront, elles, des prothèses de membres externes, donc pas implantées. Alors, on peut utiliser des systèmes robotiques. Ça, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais on peut voir quand même des prothèses robotisées qui remplacent une main. Donc, on n'est pas comme dans les films de science-fiction, c'est quand même encore, il y a des limites, mais pour avoir vu des gens qui les utilisent, c'est assez impressionnant. Et ces prothèses, encore une fois, on s'éloigne de la prothèse qui était juste un substitut chevalier allemand dont je vous ai parlé juste avant. C'est-à-dire que
cette personne, je ne connais pas sa psychologie, ce chevalier qui avait une main en moins, peut-être au cours d'un combat, peut-être pas, il voulait retrouver un corps complet, en tout cas peut-être pour se représenter, pour avoir la silhouette complète. Mais là, maintenant, on est capable d'avoir des bras robotisés qui peuvent bouger chaque doigt et saisir les objets, remplacer en partie la main, pas complètement, parce que ces prothèses ne sont pas parfaites, ne rendent pas, par exemple, la sensation du toucher, ce genre de choses. Mais elles permettent de la préhension, etc. Donc, cette application de l'informatique pour créer des prothèses médicales, on peut la retrouver aussi pour les jambes. Et là, j'ai juste mis deux images différentes. L'une représente en fait une prothèse à gauche robotisée qui permet au genou de bouger. Et à droite, une prothèse qui n'est pas robotisée, qui n'est pas informatisée. Parce que certaines personnes qui sont amputées ou qui sont agénésiques ne souhaitent pas spécialement ou n'ont pas besoin, ça dépend des cas, tous les cas sont différents, d'avoir de l'informatique embarquée sur leurs membres de remplacement. Et là, l'exemple à droite, c'est plutôt des gens qui veulent avoir une jambe artificielle qui ressemble au plus à une jambe naturelle. Il y a différents choix selon chaque profil. Certaines personnes n'ont pas de gêne à montrer une prothèse un peu robotique, quand d'autres préfèrent au contraire que ça soit le plus discret possible. Alors, les prothèses qui sont en ce moment aussi à l'état de la recherche, mais ça avance, c'est des prothèses au niveau de la rétine, pour rendre la vue à des aveugles. Alors, notamment, je mets en photo José Alain Sahel, qui dirige l'Institut de la Vision à Paris. Les recherches actuelles, donc là on a un petit peu le schéma c'est une puce qui serait mise au fond de la rétine pour stimuler la rétine. Ça s'appelle un stimulateur rétinien. Actuellement, le gros problème, c'est que la rétine est une partie extrêmement fragile de notre corps. En quelque sorte, les yeux sont peut-être une partie du cerveau très sensible, très fine. Et mettre une puce à cet endroit-là, créer un peu de la chaleur pour qu'elle soit efficace. Et donc, du coup, c'est un petit peu la quadrature du cercle. D'un côté, on veut une puce performante, mais dans ces cas-là, ça abîme la rétine. Ou la puce n'est pas performante, mais dans ces cas-là, ça ne restaure pas assez la vision. Voilà, je vous aborde cette question-là parce que la question de l'implant cochléaire, il y a quelques années, se posait un peu de la même manière. On disait non, c'est pas possible, on ne pourra pas rendre l'audition à un sourd, mais non, ça ne marchera pas. Mais finalement, actuellement, ça marche bien, plutôt bien. Bien sûr, je n'ai pas testé moi-même, je n'ai pas cette expérience-là, mais en tout cas, les récits qui me sont faits montrent que beaucoup de gens, porteurs de ces implants, sont satisfaits et sentent entendre. Alors, il y a des problématiques annexes liées aux communautés sourdes qui parfois disent que pour que ça marche, il faut mettre les implants très tôt, quand l'enfant est en tout très bas âge, donc il n'a pas son consentement, il n'exprime pas son consentement. Et par la suite, du coup, on lui a implanté sans consentement ces objets-là, donc qui lui ont restauré l'audition, mais qui l'ont ôté de la communauté sourde. C'est une question un peu délicate et qui se pose également pour les prothèses de membres. Puisqu'en fait, pour que les prothèses de membres polydactyles, c'est-à-dire qui bougent vraiment myoélectriques, qui fonctionnent en fait en détectant les signaux électriques du moignon, il faut vraiment porter ces prothèses très tôt pour les utiliser correctement. Les personnes qui sont amputées tardivement à la quarantaine et qui utilisent ces mêmes machines ont du mal à les utiliser naturellement. Voilà. Donc là, on est dans des prothèses médicales. Alors, on n'est pas dans le cognitif, quoique avec le cochléaire, on est déjà un peu dans le cognitif, parce que cognitif, ça sous-entend la réflexion, le traitement de l'information par notre cerveau. Donc, il existe des systèmes d'interface directement entre Brain-Computer Interface, ça veut dire directement le cerveau à l'ordinateur. Donc lui, ça a été la première personne, donc Matthew Nagel, qui a été une personne qui a été poignardée lors d'une rixe et qui est devenue tétraplégique, et qui a accepté à l'époque d'être le cobaye pour utiliser le BrainGate, et qui était un système qui permettait de connecter directement son cerveau à un ordinateur. Donc il pouvait déplacer une souris, comme ça, mais avec son cerveau. Pour ce que j'en sais, je sais qu'il paraît qu'il n'était pas difficile pour lui de déplacer, par contre il était extrêmement difficile pour lui de rester au même endroit. Alors je ne vais pas développer, mais ça demandait une concentration assez forte. Mais le problème n'était pas tant la concentration ou l'usage de la machine, mais vous voyez bien que l'interface, c'est comme un trou directement dans le crâne. Donc, un truc comme ça, porté longtemps, c'est une porte aux infections, aux bactéries. Parce que la question des implants pose toujours la question de l'infection.
En général, un implant comme le pacemaker ou l'implant cochléaire, il y a une chance sur 1000 qu'il y ait une infection. Mais par contre, quand il y a directement un peu une ouverture, comme un connecteur directement entre le corps et l'ordinateur, là, il y a beaucoup plus de risques. D'ailleurs, la personne est morte d'une infection. Ensuite, donc, à quoi peuvent servir ces prothèses cognitives implantées? Ça peut par exemple permettre de bouger un bras robotisé. Alors là, pour l'instant, pour vous présenter cette question des prothèses, j'ai parlé uniquement de réparation du corps humain. Je vous ai montré des personnes qui sont nées avec un bras en moins ou des gens qui ont tétraplégiques. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est la question de la définition elle-même de la santé. En fait, selon l'OMS, donc il n'y a pas plus officiel comme définition, et ça date depuis 1946, la santé, selon l'OMS, est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, si on voit la santé définie comme telle, ça veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement de ne pas être malade. Il s'agit d'être dans un état de complet bien-être physique. Et c'est là où la limite entre l'humain réparé et l'humain augmenté est floue. En fait, pour certains, ne pas être malade est déjà une fin en soi, mais si on voit la définition comme ça de la santé, pour d'autres, avoir une extension de leur corps, de leur capacité, c'est souhaitable. C'est quelque chose donc, les usages qu'on a, par exemple, d'outils chirurgicalement implantés, pourraient séduire des personnes qui voudraient se doter de facultés nouvelles. Peut-être. Alors, en même temps, un même objet technique peut aussi bien servir à la réparation que l'augmentation. Toujours une expérience de Nicole Ellis qui avait servi, qui avait été utilisée pour une personne paralysée pour lancer le ballon de la Coupe du Monde au Brésil. Malheureusement, les caméras n'ont pas du tout regardé l'exploit technique, c'est ce qu'on voit en haut. Ils ont plutôt filmé les jolies femmes dans le public à ce moment-là. Donc finalement, c'est passé complètement à la trappe au niveau mondial. Mais il s'agissait d'une personne qui était paralysée, qui était capable de lancer le coup d'envoi de la Coupe du Monde grâce à un exosquelette. Donc là, typiquement, réparation du corps humain via un outil numérique. En bas, on a un autre système d'exosquelette humain de Raytheon, donc une compagnie d'armement, qui a comme vocation de permettre de charger plus facilement les munitions, donc les bombes, dans les avions. Donc voilà, là, le même type d'objet a deux finalités totalement différentes, soit réparer le corps d'une personne qui est paralysée, soit augmenter la force d'un manutentionnaire de l'armée. Et toute cette ambivalence, on le retrouve dans beaucoup d'objets, puisque par exemple les stimulateurs rétiniens dont j'ai parlé juste avant, pour l'instant ils sont vraiment embryonnaires, ils fonctionnent quelques pixels. Mais qu'en serait-il s'ils permettaient d'avoir une vision meilleure que la vision naturelle? Est-ce que des personnes seraient susceptibles de vouloir avoir des yeux artificiels en remplacement de leurs yeux sains? On n'y est pas, mais cette question se pose dès maintenant. Alors, dans la fiction, on a L'homme qui valait 3 milliards en France et 6 millions de dollars aux États-Unis. Cette fiction hyper connue qui passe extrêmement souvent à la télévision. Voilà, Steve Austin, l'astronaute, a un accident et on lui répare. Et en le réparant, il sort de l'opération encore augmenté, bien plus fort. Donc, ça, c'est une vision des choses. Mais la réalité peut rattraper parfois la fiction. Là, Elon Musk, donc, qui innove sur plein d'autres secteurs, hein, bien sûr, aussi bien Tesla que SpaceX, il a lancé l'année dernière une société qui s'appelle Neuralink. Et Neuralink a pour ambition de nous permettre de nous connecter directement notre cerveau à l'ordinateur. Alors, encore une fois, avec Elon Musk, on peut croire que ça ne va pas marcher, mais bon, la fusée de Tintin, on n'y croyait pas. La fusée de Tintin, elle décolle et elle réatterrit, c'est pas possible. Eh bien si, il a fait une fusée qui décolle et qui réatterrit sans se cracher, etc. Donc je ne joue pas non plus une admiration pour Elon Musk, il est ce qu'il est, mais il est ambitieux. Donc pourquoi pas, peut-être que Neuralink pourrait fonctionner. Le principe de Neuralink, ce serait non plus d'avoir un trou dans le crâne, mais de faire passer en fait une électrode qui s'appelle une stent probe, une espèce de capteur qui passerait dans la jugulaire jusqu'au milieu du cerveau et qui se déploierait comme un parapluie dans le cerveau. Autrement dit, quand on installe ce truc, on ne peut plus l'enlever. Je ne vois pas comment on pourrait enlever ça du cerveau une fois mis en place. Bon, ce système-là permettrait de faire connecter les neurones du cerveau à ceux d'un ordinateur. Ok, peut-être que ça pourra marcher.
Il y a déjà des tests en ce sens faits sur des animaux. Mais avant d'aller dans les choses aussi lointaines, je veux rappeler qu'il y a déjà quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure en introduction, qui est très très fréquent, beaucoup plus fréquent que les interfaces implantées que je vous ai montrées juste avant, c'est le smartphone. 3 milliards 300 millions de smartphones en 2018, selon une référence que j'ai trouvée. C'est-à-dire que cet objet-là, ok, on peut se dire, mais pourquoi ça c'est une prothèse? Il n'est pas... C'est pas médicalement implanté, c'est pas pour me soigner. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est une forme de prothèse parce que sans cet objet-là, on ne peut plus avoir accès à l'infosphère. C'est-à-dire on ne peut plus avoir accès à Internet, on ne peut plus téléphoner, on ne peut plus avoir ce don de télépathie, parfois de télékinésie qu'il nous offre. Donc, de plus en plus, recourir en permanence à cet objet-là devient comme indispensable dans l'évolution sociale quotidienne. Donc, c'est pour cela qu'on peut considérer que cet objet-là, pour certains, pour beaucoup même, est une forme de prothèse. Voilà, qu'il permet d'augmenter en fait un corps humain qui malheureusement ne peut pas se connecter directement à Internet. Il a besoin de passer par quelque chose. Donc cet objet-là, lui, est tellement répandu qu'on peut se dire que par rapport à ce qui existait avant, il y a une rupture. Là, j'ai mis un calepin. Le calepin, l'écrit, le fait d'écrire est déjà un support externe de la mémoire. Ça permet de mettre à l'extérieur de son cerveau des informations. Déjà, Socrate le critique dans Phèdre en disant, voilà, les étudiants, s'ils ont des trucs écrits, ils ne vont plus rien apprendre par cœur, tout fout le camp. Ok, d'une certaine manière, extérioriser sa mémoire avec de l'écrit, c'est déjà quelque chose que l'humain fait depuis pas mal de temps. Mais la différence avec ce qui se passe maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de consigner des informations figées, il s'agit de nourrir en fait un système dynamique. C'est-à-dire que la programmation informatique, c'est une écriture. Non pas une écriture alphabétique ou une écriture syllabique, mais ni une écriture de mots, ni une écriture de chiffres. C'est une écriture qui combine les deux et surtout qui a une action performative sur le réel. C'est-à-dire qu'elle permet à des automates de prendre pas forcément des décisions, mais de faire des actions indépendantes d'un humain. Et c'est là l'épine dorsale complète et de la rupture que ça apporte en termes d'outils, c'est qu'il s'agit de pouvoir animer les objets de notre quotidien et de les rendre parfois indépendants de notre propre volonté et aussi de les interconnecter tous les uns aux autres, d'accumuler toutes ces informations pour ensuite les retraiter, pour ensuite optimiser plein de choses. Optimiser quoi? Optimiser le rendement de ces objets, c'est-à-dire le rendre plus efficace, permettre d'avoir des informations sur les utilisateurs, permettre de créer des nouveaux usages, des nouveaux objets. Et ces objets s'accumulent, et là, les prothèses se diversifient. Donc, on a parlé du smartphone juste avant, mais il y a plein de choses qui finissent dans les armoires, comme les Apple Watch, etc. Ou des objets qui ont le vent en poupe et qui réactualisent un petit peu les consoles de jeux d'autrefois, comme on voit Nintendo qui cartonne vraiment avec la Switch. C'est juste en bas, c'est une console de jeu qui se porte au quotidien, qui permet de jouer, qui permet de faire plein de choses. On a eu aussi des tentatives qui n'ont pas forcément marché. Les Google Glass de Google. Google, pourtant, qui est Google, que personne ignore ce qu'est cette entreprise, ils ont vraiment cru dans leurs produits, mais il me semble que c'est la confusion entre vie privée et vie publique, et puis aussi les limites techniques de cet objet, qui ont fait que ça n'a pas si bien marché. Pourtant, les Google Glass étaient une proposition assez révolutionnaire d'hybridation du quotidien avec le numérique. Concrètement, il s'agissait d'afficher Internet ou l'écran d'un smartphone dans le champ visuel. HoloLens de Microsoft le fait peut-être mieux. Et surtout, la grande différence entre Microsoft et Google, c'est que Microsoft permet des usages plus professionnels, notamment en chirurgie. Par exemple, ce genre d'outils permettent à un chirurgien de voir à l'intérieur du patient. Parce que, par ailleurs, s'il opère dans la personne qu'il soigne, il peut y avoir des systèmes de captation d'images qui vont ensuite être renvoyés sur ses lunettes de réalité augmentée. Voilà, donc la réalité augmentée, c'est quelque chose
qui est annoncé comme une révolution, mais qui finalement est un prolongement du smartphone. C'est-à-dire que l'écran du smartphone se retrouve déporté sur les lunettes. Et pour l'instant, ça n'a pas suscité un énorme engouement. Alors la réalité virtuelle, c'est un autre usage aussi, où là, c'est quasiment la différence avec la réalité augmentée, c'est que la réalité virtuelle, ça obture le réel pour le remplacer par l'environnement numérique. Donc ça peut avoir certains intérêts, par exemple en astronomie, pour se balader artificiellement sur Mars, pour imaginer à quoi ressemble la Lune, mais l'inconvénient pour l'instant, c'est les nausées que ça crée, etc. Mais c'est un usage aussi qui est possible. Et donc, c'est toute une cohorte de différents objets connectés, numériques, qui peuvent nous accompagner au quotidien ou pas, selon les personnes et selon les modes, qui sont de plus en plus en train d'être parmi nous. La plupart d'entre nous avons un système informatique dans la poche ou devant nous pour travailler. Alors, donc, les peurs qui peuvent concerner ces technologies, on pourrait imaginer que voilà, un corps humain vampirisé comme dans Matrix ou un robot tueur comme dans Terminator. Et en fait, effectivement, je vais aller plus vite, la question des robots tueurs peut être je conseille ce livre de Chamaillou sur le drone, la question du drone, c'est quelque chose d'épineux. Mais là, je vais citer une personne qui s'appelle Mark Weiser et qui est l'inventeur du concept de informatique ubiquitaire ou informatique pervasive. Ce concept veut dire que l'informatique, il ne faut pas s'attacher sur l'objet que l'on tient, sur le gadget, la forme que prend l'informatique. Pour lui, il le disait dès 1993, l'informatique va être complètement fondue dans notre environnement. Peut-être que la chaise, des choses diverses et variées, les vêtements portent déjà des tags RFID très souvent quand on l'achète en magasin. Mais tout ça sera peut-être encore plus dynamique et plus connecté. Il nous dit les révolutions les plus profondes ne sont pas celles qui sont proclamées par des pundits, mais celles qui s'immiscent furtivement là où l'on ne s'attend pas. Le temps nous dira si l'informatique ubiquitaire ou quelque chose d'autre sera la prochaine chose à doucement transformer nos vies. Donc pas transformer uniquement nos usages, mais nos vies, au sens large. Alors voilà, une première critique, c'est que voilà, on est accro à l'informatique, on est obligé d'en utiliser tout le temps pour le travail, pour connecter avec ses proches. Ça peut créer effectivement une addiction qui profite à ceux qui nous vendent des systèmes informatiques. C'est une première chose, mais en tout cas, on peut réfléchir à cette question de l'intrusion ou de l'utilisation massive de l'informatique au niveau individuel. La question qui me tient à cœur et que j'ai un peu étudiée, et donc d'ailleurs que je présente dans mon dernier livre qui vient de sortir en anglais aussi, je fais la promo, c'est la question des usages chez les plus jeunes. Parce que pour faire très court, vouloir nécessairement toujours sensibiliser les plus jeunes à l'informatique en les mettant en contact avec l'outil informatique, c'est peut-être un peu naïf et de croire que ça les transformera en experts en informatique, en experts dans le monde de demain. Le grand risque, c'est que ça les transforme en gros consommateurs de numérique, point barre. Donc c'est pour ça que, bien sûr, je ne suis pas du tout contre l'usage de l'informatique, ce serait aberrant, auprès des enfants. Mais bien questionner l'usage pédagogique, d'ailleurs on en revient maintenant actuellement, en tout cas en France, de tout numérique, on en revient. Il faut un numérique qui soit adapté aussi à l'âge de l'enfant, aux finalités pédagogiques. Il ne faut pas perdre la pédagogie de vue, parce que sinon ça peut devenir ce que j'ai appelé une arme de distraction massive. C'est-à-dire, voilà, on donne ça, on dissémine partout ces objets chez les enfants, et les enfants arrivent à des comportements compulsifs. Alors, je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de temps pour développer ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais un des problèmes principaux, c'est la question du trouble du déficit de l'attention chez le jeune enfant. Alors donc là, j'ai les symptômes, hein, c'est ne pas faire attention aux détails, ne pas arriver à soutenir son attention, donc un déficit de l'attention. Donc du coup, ça empêche de finir les tâches qui sont commencées. Et ça peut être lié au fait que l'usage de la machine numérique se substitue aux relations interpersonnelles. C'est-à-dire que l'objet séduit l'enfant parce qu'il réagit toujours à ses sollicitations, il est chatoyant, facile à utiliser, ludique, mais du coup, il prend tellement de temps d'attention et impose son rythme à l'enfant, par exemple au niveau du sommeil, que ça finit peu à peu par complètement perturber l'évolution cognitive de l'enfant. Alors, bon, ça peut être soigné, et là, je vais aborder rapidement le fait que chez l'adulte qui n'a pas été un digital native, c'est assez facile
à soigner. La personne qui a vécu pendant 50 ans sans ordinateur n'aura pas trop de mal à retrouver la façon de penser qu'il avait avant d'avoir un ordinateur. Mais chez les digital natives, donc les millennials, les personnes qui sont nées avec l'Internet dans les mains, les troubles de l'attention sont plus difficiles à soigner. Et chez l'enfant, l'avantage, c'est que comme il est jeune et enfant, ça peut changer facilement en bien. Mais pour cela, il faut adapter aussi le comportement pédagogique, limiter les incohérences parentales, notamment en premier lieu, arrêter de le faire utiliser massivement le matériel informatique. Bon, après, pour les cas plus sérieux, la thérapie comportementale ou psychomotrice ou psychiatrique peut être utilisée. Bon, voilà, au début, j'ai commencé en me disant non, jamais de concerta, jamais de ce genre de choses pour les enfants, c'est pas du tout bien. Dans certains cas limites, j'ai des témoignages de personnes qui ont vraiment réussi grâce à la psychiatrie à aller mieux. Donc, c'est une question d'examen au cas par cas. Donc là, je fais abstraction de la question de la pathologie, de la maladie, de l'addiction. Je reprends cet excellent bouquin de Andy Clark qui dit qu'on est des cyborgs nés, natural born cyborgs. C'est-à-dire que selon lui, on est déjà tous un peu cyborgs. On est déjà tous avec notre ordinateur. Il commence son livre en disant que le jour où il a perdu son ordinateur de travail, son laptop, son ordinateur portable, il avait l'impression d'avoir perdu un morceau de son corps. Et donc du coup, il extrapole en disant que l'humain d'aujourd'hui est déjà à moitié cyborg. On n'a pas besoin de fantasmer un cyborg futuriste des films hollywoodiens. On serait déjà un peu cyborg, toujours un peu connecté. Alors, je vais directement à la fin de son livre. Je reprends les points saillants qu'il aborde quand il parle de la question d'être cyborg. C'est les inégalités sociales, et notamment, et le risque de se faire, en gros, je vais résumer, se faire soit surcharge cognitive, donc être dépassé comme des vases communicants, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est un récipient, et si on se connecte à l'Internet, c'est un trop grand récipient qui nous submerge, on peut se faire en fait aussi manipuler. Et voilà, donc je résume, le fait de se connecter, c'est aussi offrir une fragilité potentielle, se connecter au réseau. Et c'est là où la question entre réparer, augmenter ou aliéner se pose. Pourquoi porter un exosquelette ? Par exemple, porter un exosquelette quand on est un handicapé, pour marcher, oui, ça peut être quelque chose qui permet de réparer. L'exosquelette qui permet à un manutentionnaire de l'armée de mettre plus de bombes plus rapidement dans les avions, il est augmenté. Mais là, j'ai pris l'exemple aussi d'une personne qui va toujours travailler autant qu'avant, un peu comme les employés d'Amazon, qui utilisent des technologies dernier cri, mais finalement qui sont utilisées non pas pour les augmenter dans leur épanouissement personnel, mais pour les rendre plus productifs au travail. Voilà. Tout cela étant dit, pour reprendre les propos de Mark Weiser, ce n'est pas tant d'avoir des outils qui sont incroyablement nouveaux, qui sont incroyablement restaurer la vision, restaurer l'audition, permettre au cœur de battre, voilà, transformer les hommes en surhommes. Quelque chose qu'il faut voir, actuellement, c'est la société elle-même qui est complètement hybridée. Là, cette photo montre bien, il y a 30 ans, ce n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que c'était mieux avant, mais il y a une rupture. Les enfants, dans les écoles, quand ils ont un smartphone, paraît-il, passent beaucoup de temps à la récré, davantage sur leur écran de smartphone qu'à interagir, comme jadis. Donc, ça veut dire que les gens interagissent toujours autant, mais ils interagissent via des machines. Et notamment, ils interagissent avec des machines aussi. C'est-à-dire que quand on utilise un smartphone, on peut aussi, ou tout autre objet de ce type, on peut être amené à utiliser un programme. On pense parler à quelqu'un, mais en fait, concrètement, on est en train de parler à un programme. Et ces relations asynchrones, etc., posent des tas de questions nouvelles. Pour ça que je pense que ça change vraiment les liens sociaux. En fait, comme si ces objets-là deviennent des moyens de connexion les uns aux autres constituent notre société, c'est vraiment, comme ces moyens-là sont des moyens nouveaux et qui peuvent être paramétrables, ce sont un peu, pour moi, un peu comme des nouvelles phéromones qui seraient capables d'optimiser les liens entre les différentes personnes et donc en mesure de changer la structure même de la société. Alors, je vais très loin en disant ça, on se dit qu'est-ce qu'il raconte. Alors, si on imagine que... Alors, l'exemple que je peux donner, c'est... voilà, imaginons qu'autrefois, on va imaginer qu'on veut franchir un désert. Et pour franchir ce désert, on est un groupe d'humains et on forme une caravane.
qui compte dans la caravane, un dromadaire ou n'importe quoi, c'est le groupe, la survie du groupe. Le groupe va traverser la zone aride et arriver à bon port. Peut-être qu'en laissant des individus derrière elle, parce qu'ils sont morts, parce qu'il a fallu les abandonner. Donc avant, l'idée de la communauté, c'était le groupe. Mais là, actuellement, on vit dans la société. La société, c'est parfaitement illustré par la circulation automobile actuelle. La circulation automobile actuelle, on a des codes, on a un code de la route, il y a des radars, il y a des consignes, mais on a quand même un libre arbitre. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller trop vite, on peut aller pas assez vite. Voilà, on fait des erreurs, etc. La société, c'est qu'on est tous des individus et qu'on a des choix. On fait des choix. Eh bien là, ce que j'y envisage peut-être, c'est que le recours constant à des prothèses cognitives, donc à la médiatisation par des machines de nos rapports humains, pourrait amener à faire plutôt ce qu'on pourrait voir avec la circulation des voitures autonomes. Des voitures autonomes qui vont optimiser les unes par rapport aux autres sur les autoroutes pour que ce soit fluide, pour que ce soit sans aspérité, sans heurts, tout planifié par une autorité centrale, un système centralisé informatique qui finalement va permettre aux gens de faire des traversées en voiture confortables, en lisant un journal ou en regardant la télé, mais du coup ne permet plus aux pilotes de vraiment piloter la voiture. Et en cela, je trouve que peut-être que nos sociétés se réorganisent pour former un peu des essaims. Des essaims dirigés par une autorité centrale qui utilise l'informatique comme moyen de contrôle, comme moyen de dispatching de l'information donc comme une reine des abeilles et avec ses ouvrières autour. Et ça paraît un petit peu fort de café, mais quand on voit à quel point les GAFAM s'immiscent dans notre vie, moi je les utilise au quotidien, donc je suis déjà complètement coupable, j'utilise tout le temps la plupart de ces entreprises au quotidien, moins Amazon, mais bon, ça dépend des personnes. Voilà, les GAFAM, elles ont eu la capacité de gérer nos vies numériques. Elles nous proposent de plus en plus de gérer nos vies médicales et biologiques, ça c'est une offre, mais elles ont une forme de pouvoir énorme dans nos vies. Et quand Facebook change ses règles pour une raison X ou Y, il y a des millions de gens qui sont affectés et qui en parlent. Et même la révolte politique, par exemple, des Gilets jaunes, qui est justement quelque chose de démocratique, qui est quelque chose de spontané, une révolte politique, elle est elle-même organisée via des réseaux numériques. Donc même les GAFAM, même sur la révolte démocratique, etc., est gagnante. Les seigneurs du cloud, c'est le nom que Jérôme Lanier donne à ces personnes. C'est-à-dire que peu importe que la musique soit légale ou illégale, ceux qui possèdent les tuyaux, par exemple, font du bénéfice quand on télécharge quelque chose. Et manipuler l'opinion en temps réel devient possible. On arrive à la question de Cambridge Analytica, le Brexit, etc., les élections. Facebook arrive à déterminer des profils différents pour les personnes qui seront susceptibles d'hésiter au niveau du vote. En les stimulant avec le bon stimulus au bon moment, ça arrive à affecter le vote. Bon, c'était scandaleux, mais encore aujourd'hui, j'ai entendu que Facebook avait encore un problème de ce type lié à l'utilisation de la vie privée des utilisateurs. Et au final, quand je parlais de l'essaim, de la reine des abeilles, avec ses ouvrières, voilà, je montre ces 8 hommes que je vous présente, ils possèdent autant de richesses, donc de patrimoine, que la moitié de la population sur Terre. Donc les inégalités, elles sont là. Elles ne sont pas déjà en train d'augmenter, elles sont déjà là. Vous imaginez que les 8 gars qui sont là-haut, ils ont autant de richesses que 3 750 milliards d'êtres humains. Donc on a Facebook, on a Microsoft, on a Amazon, bon, d'autres aussi, mais donc quand on voit les inégalités énormes d'un pays à l'autre ou les inégalités d'espérance de vie, voilà, l'idée de cette espèce de ruche en fait, avec une reine et des ouvrières, ne paraît pas si impossible. C'est-à-dire même, ça va même plus encore en termes de différence de conditions. Beaucoup de graphiques pour dire une chose, c'est que on fait face anthropologiquement, au niveau anthropologique, à une raréfaction des ressources. On parle avec les gilets jaunes, etc. Mais ça, c'est depuis les années 70 qu'on s'est bien rendu compte qu'au bout d'un moment, à force de trop tirer sur la corde, on va épuiser les ressources renouvelables et les ressources naturelles et qu'il n'y en aura plus assez pour tout le monde parce qu'en plus, en parallèle, la population augmente. Et d'un autre côté, les ordinateurs sont de plus en plus performants. Je mets les deux graphiques côte à côte pour dire que face à la pénurie de ressources pour les gens, l'informatique peut être de plus en plus, le monde virtuel ou les systèmes numériques virtuels peuvent de plus en plus apparaître comme un substitut.
C'est dans le film Ready Player One de cette année de Spielberg. Le film vaut ce qu'il vaut, mais le pitch du film, enfin le scénario de base, c'est ça, c'est que les gens en fait ils vivent dans une vie où il n'y a plus rien, ils sont tous surpeuplés, ils vivent dans des décharges, mais dès qu'ils mettent leur système de réalité augmentée, une espèce de super Facebook, eh bien ils peuvent permettre d'avoir une vie décente. Bon, c'est une illustration, mais il ne faut pas perdre de vue cette question anthropologique de la raréfaction des ressources, mise en parallèle de l'augmentation constante des performances des machines numériques. En conclusion, je fais un grand retour en arrière pour vous présenter l'article du 28 décembre de 1948 de Dominique Dubarle. Et en fait, cet homme a présenté le concept d'ordinateur et le concept de cybernétique. C'était dans un article du Monde pour expliquer à la France ce qu'était l'informatique, à une époque où c'était le premier article qui en parle, de vulgarisation en France. Mais dès cet article, il vise hyper juste. Il parle de manipulation mécanique des réactions humaines, il parle du relais du cerveau humain. Quand il dit ça, c'est-à-dire que le cerveau humain va avoir des extensions cognitives, des extensions, il le dit à sa façon, mais c'est ça, va avoir une capacité d'apprendre plus, de connecter plus, en dépassant son système nerveux, mais que le système mathématique probabiliste va permettre de pouvoir comprendre en fait les usages de chacun. Et donc, finalement, le système, dans son ensemble, sera bien plus puissant que chaque individu utilisateur. C'est-à-dire que, individuellement, on est un profil Facebook, mais Facebook, lui, a une vision panoptique de tous les profils, en temps réel. Donc, il peut voir Google peut faire la même chose, pour voir des choses qu'on ne peut pas voir, nous, à notre échelle. Par exemple, des épidémies de grippe, ou des choses comme ça, ou des courants d'opinion, ou même l'humeur des gens. Et du coup, la tentation serait d'optimiser tout ça pour que les gens soient plus heureux, pour que les gens soient plus productifs, pour que les gens se tiennent plus tranquilles. Alors, lui, Dubarle, à l'époque, parle de l'État. Il voit l'État comme celui qui va bénéficier de ça. Mais on le voit aujourd'hui avec la question des gilets jaunes, c'est que finalement, ce n'est pas l'État qui a la main. Les réseaux sociaux permettent aux gens de se connecter et finalement, ils arrivent à court-circuiter le message d'autorité de l'État. Donc, finalement, je reviens. Qui en bénéficie, qui a vraiment les clés, c'est ceux qui permettent aux gens de se connecter les uns aux autres. C'est ceux qui, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et en Chine, parce qu'il y a d'autres zones géographiques, les BATX, Baidu, Tencent, etc., Alibaba. Et en fait, quand je parle d'essaim humain, je ne parle pas d'un seul essaim sur Terre. Il y en aura probablement en fonction aussi des cadres civilisationnels, légaux, par exemple la Chine, les économies en transition, par exemple la Chine, sinon les États-Unis, nous on serait complètement situés dans l'essaim, dans la ruche américaine, puisque une grande partie de nos données transitent aux États-Unis. Voilà. Ce n'est pas un choix qu'a fait l'Iran, par exemple, ou la Russie, pour des raisons politiques, mais nous, en France, c'est un fait, la plupart beaucoup de nos données personnelles et même stratégiques transitent par des serveurs américains. Donc, c'est faire une grande confiance aux États-Unis. Et le bouquin que je vous montre avec le meilleur des mondes, c'est le retour au meilleur des mondes, donc pas l'original de Aldous Huxley, mais la version. Il a dit finalement dans ce livre, mais c'est allé beaucoup plus vite. Dans le premier, dans le meilleur des mondes, on parle d'une société avec des alpha, bêta, gamma, etc. Une société entièrement rationalisée par la science, au point que les gens n'ont plus aucune liberté. Et il a écrit ça dans les années 30, mais dès les années 50, il commence à dire, mais ça, en fait, quand j'ai écrit ça dans les années 30, je pensais que ce serait dans un futur très lointain, et là, je le sens arriver. Et j'ai retrouvé ça dans la préface de ce livre, il parle d'une termitière. Il dit, face à la pénurie, il va falloir gérer la pénurie de ressources. Il le dit aussi, un truc incroyable, c'est qu'on ira peut-être sur Mars, mais ça sera épisodique, ça sera juste un petit... oui, peut-être, mais c'est pas... Même l'atome n'est rien, la question atomique n'est rien par rapport à la gestion de la population, la croissance de la population et la tentation totalitaire de l'usage des outils techniques. Alors, pour aller plus loin, puisque je vais bientôt terminer, je vous conseille, si vous souhaitez regarder donc, ce premier article de 48 qui parle de la machine à gouverner et qui dit que quelqu'un qui serait en fait... il n'y aurait plus besoin de violence pour aller à l'encontre des insurgés, il suffirait de les déconnecter. Peut-être que les gilets jaunes, en déconnectant localement tous les gilets jaunes les uns par rapport aux autres, ils n'arriveraient plus à se coordonner aussi efficacement. Par exemple, dans un système totalement totalitaire par la technologie, ça serait possible. Et ça, c'est une version critique.
La version plutôt hyper positive, c'est celle qu'on retrouve par exemple depuis 2002 avec le rapport Rocco et Bainbridge, qui est la pierre d'achoppement du transhumanisme, de la volonté de faire converger les nouvelles technologies au sens des biotechnologies, des nanotechnologies, pour créer un homme amélioré, une société améliorée. Donc totalement dans l'optique aussi de faire du business. Donc il y a énormément de crédits qui sont déployés actuellement pour aller dans ce sens-là. Donc est-ce que l'homme du futur et l'humain robotisé dans le futur face à des robots humanisés, enfin la confusion entre machine et humain telle qu'elle est extrêmement bien dépeinte dans 2001 Odyssée de l'espace, je finirai là-dessus, c'est sur le fait que l'ordinateur HAL, c'est un ordinateur tellement performant qu'il a une forme d'émotivité humaine, d'émotion. Donc dans le film, au fur et à mesure du film, il devient de plus en plus humain, enfin de plus en plus émotionnel en tout cas, alors que Dave, l'astronaute qui essaye de sauver sa peau, lui, au fur et à mesure, pour sauver justement sa peau, devient de plus en plus robotique, de plus en plus mécanique, ne laisse plus poindre la moindre émotion. Voilà, c'est cette dialectique, en fait, cette réflexion entre les deux qui est, à mon avis, le plus important quand on réfléchit aux objets numériques et aux prothèses cognitives. Et ce n'est pas tant les usages successifs ou l'addiction qu'on pourrait avoir les uns ou les autres par rapport à ces objets, mais c'est plutôt une vision globale. Voilà, donc c'est ce que je présente dans le livre qui est sorti donc, en avril en français et en novembre en anglais. Voilà la question de cette utilisation et cet totalement changement de la société du fait de l'usage intensif de ces objets numériques. Voilà. Bien, merci Maxime Dorian. Maintenant, la parole est à la salle qui a une première question, une réflexion, pourquoi pas, à poser à notre invité. N'hésitez pas. Personne ? Vous n'êtes pas connecté ? Oui, j'arrive. Oui. Merci pour votre exposé, voilà, qui forcément est très perturbant, d'autant plus que vous avez démontré que justement on a une très grande méconnaissance de toutes les avancées, notamment dans la santé, qui peuvent se produire. On en a souvent des images, mais une représentation très réduite. J'ai deux remarques. Dans votre exposé, vous n'avez pas parlé d'une des technologies dont on parle aujourd'hui de plus en plus et de façon récurrente, l'intelligence artificielle. Donc le lien éventuellement avec l'information et les données d'information, le big data, etc., et quelle place ça peut avoir dans tout ce système sociétal que vous nous avez présenté. Et justement, derrière tout ça, quelle est la part ontologique et justement, ces entreprises qui régissent la société mondiale, à votre connaissance, quelle est justement la part de transformation de la condition humaine et de la condition sociétale de tout ce système ? Alors, effectivement, comme la conférence faisait 45 minutes, il manque un bon 15 minutes là-dessus, que je n'ai pas abordé, la question de la singularité, parce que quand je parle du rapport Rocco et Bainbridge, pour dire qu'il y a des financements massifs qui vont vers la nanotechnologie, les sciences de l'information et la connexion, derrière, en fait, ce qui est derrière, c'est que c'est l'idée de rendre les ordinateurs donc plus performants, plus intelligents, un peu comme le HAL qu'on voit juste avant. Hein. Et cette question-là, c'est l'idée de faire... Bon, l'idée, c'est de rendre l'ordinateur tellement puissant qu'il va créer des ordinateurs encore plus puissants, qui vont créer des ordinateurs encore plus puissants de plus en plus vite pour atteindre à un moment donné, à vue de nez, ils disent que c'est dans 30-40 ans ou dans quelque chose comme ça, un ordinateur super intelligent qui serait une intelligence artificielle réelle. Et ils appellent ça la singularité.
Alors les turiféraires de la singularité, qui pourtant notamment ont leur place notamment au conseil d'administration de Google, et donc qui ont aussi des financements de la NASA, enfin c'est quelque chose de très sérieux, hein. Quand je parle des efforts dans ce sens, c'est du réel. Et en Chine aussi, ils font du travail dans le même sens, c'est-à-dire essayer de doter vraiment la capacité à un ordinateur d'être plus intelligent que toute l'humanité ensemble. Alors donc du coup, certains voient ça comme une espèce de nouvelle déité qui serait capable de résoudre tous nos problèmes. Ça c'est la version ultra optimiste. Il y a encore plus optimiste. Les plus optimistes, ils voudraient que cette singularité permette à l'ordinateur de transformer la Terre en immense ordinateur lui-même qui irait ensemencer les étoiles. Vraiment, hein, affranchi des limites de la mort et tout ça. Puisque, alors ça, c'est vraiment Ray Kurzweil, hein, la mort de la mort. C'est vraiment la fin, on sera immortel et on va essaimer dans l'univers. Bon, sans aller jusque-là, on a des systèmes experts de plus en plus performants. Et bon, je ne me dis pas que l'ordinateur est capable forcément d'être aussi intelligent qu'un humain, mais il peut nous le faire croire peut-être. Peut-être que bientôt, on aura vraiment des difficultés à passer le test de Turing et savoir si on s'adresse à un ordinateur ou à un humain. Moi, je vois pour la question des voitures autonomes. Pour moi, les voitures autonomes, il y a une dizaine d'années, ça me paraissait vraiment quand même, non, ça ne va pas quand même, non, quand même. Puis finalement, les voitures autonomes existent. Elles ne fonctionnent pas encore complètement, mais c'est surtout pour des raisons légales qu'elles ne sont pas aussi bien développées, déployées qu'elles pourraient l'être, parce que finalement, ça marche plutôt pas mal. Donc, je me méfie de dire que ça ne marchera pas. Il y a plusieurs approches dans l'intelligence artificielle que je ne peux pas développer là maintenant, mais je crois clairement qu'il y a des systèmes experts, c'est-à-dire des ordinateurs très perfectionnés, qui sont en train d'arriver. On est qu'au balbutiement. L'informatique a commencé dans les années 30. Les gens ont des smartphones depuis 15 ans, 10 ans, 2007 avec l'iPhone. Donc, en gros, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans 10, 15, 20 ans. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'on va avoir un super ordinateur qui va sauver tous nos problèmes. Le gros risque, c'est cette course à l'échalote, de produire sans cesse toujours plus en espérant un jour avoir le super ordinateur qui va nous sauver et qu'on finisse par épuiser nos ressources. Parce que finalement, quand je montre un pacemaker, quand je montre un smartphone, les deux utilisent des technologies assez similaires. On recourt à des terres rares, à du lithium, à des objets, à des atomes, des choses qui sont issues d'extraction minière. Et ce qui est malheureux, c'est que le pacemaker permet à quelqu'un de vivre 10 ans de plus, 5 ans de plus, quand un smartphone peut être vendu et jeté un an après. Donc ce gaspillage-là, du fait de l'économie, n'est pas forcément soutenable. Donc je ne sais pas si on aura assez de carburant en fait, pour arriver à atteindre des ordinateurs aussi intelligents que ceux qu'on ambitionne de faire. Voilà, question suivante. Pour rebondir un peu, on pourrait éventuellement envisager un découplage de la machine par rapport au niveau de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle se découple de l'homme. C'est-à-dire qu'à la limite, en poussant un peu le bouchon loin, ça serait disons, l'homme pourrait servir à augmenter la machine. Un pied de nez en quelque sorte. Mais est-ce que ce problème de découplage, pour vous, peut être un sujet intéressant? Sera un levier extrêmement puissant pour les personnes qui, in fine, appuieront sur le bouton de la machine. C'est-à-dire que les milliardaires que je vous ai montrés, qui dirigent les grandes entreprises comme Amazon, Microsoft, à mon avis, ne perdront pas la main, comme Xi Jinping ou Poutine, s'ils ont des systèmes très performants mécaniques. Et je pense que les dirigeants ne perdront pas la main de ces systèmes-là. Enfin, je pense, ça dépend de... Et donc, du coup, la machine sera toujours utilisée par quelqu'un. Mais par contre, le découplage, on pourra le vivre concrètement, réellement, avec un moment où, finalement, le système machinique importe beaucoup plus que l'humain. Et dans les systèmes totalitaires du passé, ça a déjà été le cas. Il ne s'agissait pas d'ordinateur, mais la machine totalitaire nazie, par exemple, comptait davantage que les composants individuels qui la composaient. Donc, ce que vous dites, là, à mon avis, serait aussi lié à une émergence d'un totalitarisme. On rabaisserait l'homme, on réifierait l'homme, et on commencerait à considérer les machines comme supérieures à l'homme. Mais ça serait quand même, à mon avis, toujours contrôlé par certaines personnes. Ça ne sera pas une machine, un super ordinateur, à mon avis, qui contrôlera tout ça. Non, je ne pense pas. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Je pense qu'il y aura toujours les créateurs de ce super ordinateur qui seront derrière à tirer les ficelles. Mais c'est un feeling, hein, parce que là, on est dans l'extrapolation. Monsieur. Une réflexion. Comment ? Plus près. Une réflexion. Pendant des années, quand on utilisait le qualificatif intelligent, on pensait à l'humain. Et puis, on nous a parlé
rationalité limitée. Dit autrement, irrationalité limitée aussi. Les deux faces de la même pièce. Et puis, tout doucement, on nous parle de plus en plus, l'homme, il est non pas avant tout un être intelligent, mais on est plutôt du côté de l'émotion. Là, je dirais, l'émotion à très très forte dose. Donc, l'humain, tout doucement, perd son monopole de l'intelligence et va du côté de l'émotion, et c'est tout le reste qui devient intelligent. Les bagnoles, les villes, etc. Ce glissement, je le trouve étonnant et dangereux. Je le partage aussi. Heureusement, en français, quand on utilise smartphone, on ne pense pas forcément au smartphone anglais. On pense à l'objet et le fait que ce soit un phone amélioré, quoi. Ça, phone, on comprend, téléphone, c'est le même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisation d'intelligent pour tout et n'importe quoi. Et les outils intelligents, on en trouve dans tous et dans le discours marketing, il est très impressionnant. Mais du coup, ça galvaude ce qu'est l'intelligence, ce qu'est la cognition réelle de l'être humain ou de l'être vivant. Parce que l'intelligence, on peut aussi en retrouver chez les mammifères ou chez d'autres animaux, et ce qu'on ne trouve pas chez les machines. Par contre, je pense vraiment, alors là, je pense, ça me fait penser au film Ex Machina, un film qui est sorti il y a peu de temps, d'Andrew Niccol peut-être, mais je ne me souviens plus exactement de l'auteur. En fait, Ex Machina, je ne raconte pas le film parce qu'il est quand même... Voilà. Ah oui, mais sans raconter le film, c'est dur. Mais en gros, la machine peut nous faire croire, peut nous duper. Parce qu'elle a à sa disposition beaucoup d'informations que nous n'avons pas sur le fonctionnement de l'humain, sur notre vie peut-être propre. Du coup, une machine peut un jour vraiment nous persuader qu'elle est douée d'émotions. Parce que nous-mêmes, quand on rencontre un congénère, on lui prête des émotions, on veut faire groupe en général. Ou même dans l'antagonisme avec l'autre, naturellement, notre capacité mammifère n'a pas été encore habituée à interagir avec des automates aussi performants. Donc du coup, nous, on veut prêter à la machine quelque chose qu'elle peut elle-même calculer finalement, froidement. Donc du coup, se faire duper est possible. Mais de là à dire que c'est de l'intelligence, c'est une confusion sémantique. D'autres questions ? Ça laisse les gens penseurs. La prochaine fois, on vous réinvitera. On fera votre hologramme, par exemple, pour faire une connexion avec l'université. En tout cas, merci Maxime Derian. La semaine prochaine, on parlera des interfaces avec Arnaud Keller. Voilà, merci. Arnaud Zeller, pardon. Merci. Bonne soirée.